Donc je vais d'abord me présenter, je suis le docteur Jean-Michel Le Cerf, je suis médecin, nutritionniste, endocrinologue. Je travaille depuis 30 ans à l'Institut Pasteur de Lille où je suis en charge des questions de nutrition sur l'impact de la nutrition et de la santé publique. Je travaille également au CHRU de Lille comme médecin clinicien. Et donc nous avons des activités à la fois de recherche clinique, c'est-à-dire d'études des effets des aliments sur les paramètres liés à la santé, et également des études, nous travaillons également dans le domaine de la santé publique, nous réalisons également des expertises auprès de l'industrie agroalimentaire, ce qui n'est pas un péché. Voilà, je vais essayer d'aller relativement vite pour vous parler des enjeux nutritionnels liés à la consommation de fruits et légumes. Un sujet qui paraît évident, puisque tout le monde dit que c'est bon pour la santé. Est-ce que c'est vraiment bon? Et qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent, si je puis dire, pour savoir que c'est bon? Alors, bien sûr, on peut se baser sur une communauté de composition pour ce qui est des légumes et pour ce qui est des fruits, puisque d'ailleurs dans la classification officielle on les met dans le même groupe, légumes et fruits, même combat, y compris, de mon point de vue, les tubercules, et en particulier la pomme de terre, qui est ni plus ni moins qu'un légume et non pas autre chose, parce qu'elle contient, comme les légumes et les autres légumes et les fruits, de l'eau, peu de protéines, peu de lipides, un peu de glucides, pas trop, pas mal de vitamines, mais pas toutes, et puis des fibres, des polyphénols, et toute une série d'autres molécules qui ont été évoquées il y a quelques instants et qui sont extrêmement importantes. Et bien sûr, c'est tout à fait différent de la famille des céréales et des légumineuses. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail en essayant de parler de façon trop professionnelle, on dit qu'il y a une faible densité énergétique, ça veut dire qu'il y a peu de calories pour 100 grammes, et on dit qu'il y a une forte densité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nutriments pour 100 kilocalories. Ce concept de densité nutritionnelle est assez peu connu, mais est extrêmement intéressant. Je vais en dire un petit mot, parce qu'il permet de mieux comprendre le sens des choses. Bien sûr, les légumes et les fruits, c'est riche en eau, mais si on ne se nourrissait que d'eau, ça n'irait pas. Et d'ailleurs, si on se nourrissait que de fruits et de légumes, ça n'irait pas non plus. Beaucoup de potassium, peu de sodium, sauf qu'ils sont transformés, bien entendu. Alors j'ai remis ici un petit peu les mêmes choses, avec simplement peut-être l'intérêt sur la santé, tel qu'il est en général perçu. Je dirais donc quelques mots sur un certain nombre de petites choses ici, essentiellement à travers des études épidémiologiques. Beaucoup d'autres éléments ont déjà été abordés précédemment. Alors cette densité nutritionnelle dont je viens de parler un instant, c'est donc la teneur en un nutriment donné pour 100 kilocalories. C'est très intéressant parce que 100 kilocalories, finalement, c'est ce qu'on peut représenter comme le 20e de ce qu'on devrait manger, puisque nous devons manger environ 2000 kilocalories. Et donc si pour 100 kilocalories un aliment contient de quoi contribuer à la fourniture des apports conseillés pour un nutriment considéré, c'est-à-dire si il y a à peu près le 20e des nutriments considérés dans 100 kilocalories, c'est que cet aliment est susceptible de satisfaire la couverture des apports nutritionnels conseillés. C'est assez simple, je pense que vous avez dû percevoir ce que ça signifie. Alors, c'est ainsi que, par exemple, exemple concret, on dit toujours que le chocolat est un aliment très bon, c'est vrai, très riche en magnésium. C'est pas tout à fait vrai. Parce que si on rapporte pour 100 kilocalories, c'est plus du tout le cas, et le plus riche, c'est bien sûr le chou-fleur, de loin. Alors évidemment, quand on regarde pour 100 grammes de chou-fleur, il n'y a que 22 mg de sodium dans 100 grammes de chou-fleur. Et il y en a 528 mg, pardon, il n'y a que 24 mg de magnésium dans 100 grammes de chou-fleur, et il y en a 107 dans 100 grammes de chocolat. Et les calories figurent ici, 22 kilocalories et 528. Maintenant, si vous comptez pour 100 kilocalories, vous avez tout de suite compris que 100 kilocalories, ça fait une quantité astronomique de chou-fleur, et donc une très grosse quantité de magnésium, et 100 kilocalories de chocolat, ça fait vraiment pas beaucoup de chocolat, et donc le chocolat ne vous apporte pour 100 kilocalories que 20 mg de magnésium. Autrement dit, si vous vouliez manger du magnésium en mangeant du chocolat, vous mangeriez trop de calories par rapport au magnésium. Et donc la bonne fourniture de magnésium, c'est bien le chou-fleur. Simplement, quand on a un petit manque, c'est plutôt du chocolat qu'on va aller chercher que le croquet du chou-fleur. On voit bien que la nutrition, c'est toujours quelque chose d'assez subtil, et qu'il ne suffit pas de compter les calories et le magnésium, il y a aussi les aspects comportementaux, bien entendu. Alors, parmi les effets physiologiques, eh bien, on peut en voir quelques-uns qui figurent ici.
Dans des légumes et des fruits, il y a beaucoup d'eau et des fibres, il y a peu de calories. Sous un volume important, c'est bien, ça va remplir l'estomac. Il y a une faible densité énergétique. En théorie, ça permet de contrôler le poids. C'est pas si évident que ça, parce que si vous mangez des aliments qui vous apportent beaucoup de volume, mais peu de calories, vous êtes content sur le coup, mais pas longtemps. Vous serez satisfait parce que au bout d'un certain temps, vous aurez faim. Et donc, on ne peut pas maigrir en ne mangeant que des légumes et des fruits. Il faut manger aussi des choses, il faut aussi manger des calories, sinon vous ne réussissez jamais à tenir ce genre de régime alimentaire. Autres effets physiologiques, eh bien, c'est toute une série d'effets sur le système cardiovasculaire. J'en ai mis quelques-uns auxquels on va attribuer une responsabilité à un certain nombre de nutriments classiques. Mais bien sûr, tout ça est très très limitatif. On pourrait aller beaucoup plus loin. Et on verra surtout si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que les fruits et légumes sont bons pour le système cardiovasculaire? On dit qu'il y a des effets antioxydants, ça peut abaisser la pression artérielle, il y a des effets sur le cholestérol. Pourquoi pas? C'est très bien. D'autres effets qui sont assez inattendus et qui sont de connaissances un peu plus récentes, c'est par exemple un effet favorable sur l'os. Pour l'os, bien sûr, tout le monde sait qu'il faut manger des protéines et du calcium, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours suffisant. On peut aussi avoir besoin d'autres nutriments, bien sûr la vitamine D, bien sûr certains nutriments comme la quercétine, le polyphénol, la vitamine C a un rôle, mais aussi surtout avec son effet alcalinisant. Leur effet alcalinisant, légumes et fruits peuvent être bénéfiques en s'opposant à la fuite urinaire de calcium. Ceci étant, c'est encore un petit peu controversé, vous savez que tout ce qui est scientifique est souvent controversé. Ça joue un rôle, mais il est peut-être un petit peu à la marge. Alors voilà, dans les fruits et légumes, qu'est-ce qu'il y a comme nutriments candidats? On en a vu quelques-uns déjà défiler, il y en a beaucoup. Il y a des vitamines, tout le monde le sait, et en général les gens vont citer la vitamine C, qui est la plus célèbre, mais qui n'est pas la seule. On va citer, c'est moins connu, les caroténoïdes, il faut dire qu'il y en a quand même 400. On va citer les polyphénols, il y en a à peu près 6000. On va citer les minéraux, j'ai déjà parlé du potassium, et puis d'autres composés extrêmement nombreux. Mais c'est pas parce que les composés sont présents qu'ils jouent un rôle, il faut encore savoir quelle quantité ils apportent. Tout à l'heure c'était intéressant, 155 mg d'acide gras dans la fraise, mais je vous signale qu'il faut quand même manger à peu près 90 000 mg d'acide gras dans une journée. Donc c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Alors il y a les cibles aussi, et ces cibles passent par les mécanismes. On a parlé de l'équilibre acido-basique, il y a aussi des tas d'autres cibles, l'inflammation, le stress oxydatif, la flore, l'angiogénèse, la mutagénèse, et d'autres encore, qui peuvent expliquer des effets qu'on va évoquer rapidement, je regarde la montre, sur la santé et un certain nombre de problèmes de santé modernes, si je puis dire. Sur la flore, quelque chose qui est intéressant, qui semble sans doute beaucoup plus important qu'on ne le pensait il y a quelques années, c'est tout le rôle de certaines fibres dites prébiotiques sur la flore intestinale. Et cette flore intestinale joue un rôle important dans la prévention d'un certain nombre de pathologies, soit des pathologies dégénératives, soit des pathologies métaboliques, soit des pathologies d'autres origines, avec une composante inflammatoire. Moi, je vais passer là-dessus, puisque c'est un petit peu un résumé. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de prendre un petit peu de recul, puisqu'on peut toujours avoir une approche analytique, comme ça, point par point, qui va soulever donc un certain nombre d'effets propres. On va dire, bah oui, c'est moins dense en énergie, mais oui, il y a plus de volume, mais oui, il y a plus de densité nutritionnelle, c'est très bien. Mais on ne mange pas des aliments tout seul, on les mange avec d'autres. Et donc, c'est vrai que quand on mange plus de fruits et légumes, peut-être mange-t-on moins d'autres choses. Alors, c'est peut-être parce qu'on mange moins d'autres choses qu'il y a un bénéfice. C'est possible. C'est possible. Si vous vous remplissez avec des fruits et légumes, c'est peut-être que ça va vous faire manger moins d'autres aliments. Ce qui voudrait dire qu'il y a des bons et de mauvais aliments, ce n'est pas une idée que je partage, puisque c'est toujours une question d'équilibre. Mais il y a aussi une dernière composante très 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 importante, c'est que les gens qui mangent des fruits et légumes sont des gens qui ont un style alimentaire. Mais ce style alimentaire, il procède aussi de composants, de déterminants socio-économiques, et il est associé aussi à un style de vie qui est différent et qui peut jouer un rôle. C'est ce qu'on appelle les facteurs confondants, et c'est pas toujours facile d'attribuer réellement à un
facteur précis, aliment ou nutriment, une responsabilité dans une pathologie. Il faut aussi prendre en considération l'ensemble des déterminants du style alimentaire. En tout état de cause de l'activité physique, par exemple. En tout état de cause, on verra, ce sera le message principal que que j'aurai et que les nutritionnistes doivent avoir. Ce qui est très très important, ce sera la variété, bien sûr dans l'alimentation, mais aussi dans les fruits et les légumes. Ces styles alimentaires, donc un petit mot pour dire ce que c'est. Un style alimentaire, c'est finalement quand je mange des aliments, eh bien, il y a ces aliments qui sont présents ici, mais il y a aussi tout le reste qui entoure ces aliments, c'est-à-dire comment je me nourris, à quelle heure, avec qui, à quelle quantité, est-ce que je bouge, est-ce que je suis actif, est-ce que je fume, etc. Voilà. Et puis, est-ce que je suis riche, est-ce que je suis pauvre? C'est extrêmement important et ça traduit des comportements complexes. Et on peut construire des scores alimentaires sur des styles alimentaires. C'est très 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 à la mode et c'est intéressant parce que c'est moins réducteur que de s'attacher à des nutriments tout seul. On peut même aller jusqu'à tracer des trajectoires alimentaires, c'est-à-dire des histoires alimentaires dans l'histoire des individus et des populations. Alors, légumes et santé, donc on a l'impression que c'est tout rose. Il faut savoir que c'est une notion récente que ça soit tout rose, puisque pendant longtemps, les légumes et les fruits étaient considérés comme pauvres, d'ailleurs les aliments des pauvres, et d'ailleurs, c'était pas cher. Rappelez-vous, il y a peut-être une quarantaine d'années, c'était pas cher, ce qui était cher, c'était de manger de la viande. Et puis peu nourrissant parce que ce qui est important, c'est d'apporter des calories, des choses qui nourrissent. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y avait beaucoup d'expressions négatives. Regardez toujours les expressions au sujet des aliments, c'est très, très très intéressant, ça traduit l'inconscient collectif. Blanc comme un navet, mince comme un haricot, gros plein de soupe, tout ça, c'est quand même pas vraiment des compliments. Et patate, une grosse légume, il est dans les choux. On pourrait en citer beaucoup d'autres aussi, et beaucoup se sont exercés à cela. Et vous regarderez, par exemple, les expressions sur la viande, elles sont toujours positives. Sur le poisson, elles sont presque toujours négatives. Ça évolue, mais il y a quand même quelque chose qui traduit une certaine réalité, un certain inconscient, je le disais. Alors, on a parlé de Napoleonic de Dr. Way, dont je ne vais pas répéter. Les choses évoluent. Il y a maintenant une prise de conscience que c'est utile, mais pourquoi et comment? Si on posait la question dans un micro-trottoir, peu de gens sauraient dire pourquoi les légumes et les fruits, c'est bénéfique. Alors je vais dire pourquoi en deux mots et pourquoi en un seul mot. Pourquoi et pourquoi. Alors le premier, on l'a déjà un peu dit, et je ne vais pas trop revenir, je vais dire pourquoi maintenant. Alors effectivement, ça peut intervenir dans beaucoup de choses, jamais tout seul sûrement. On va citer à travers quelques études épidémiologiques quelques arguments. Alors, il faut savoir que c'est toujours très compliqué d'attribuer une responsabilité à un nutriment, à un aliment, voire même un mode alimentaire pour un bénéfice santé. Et il faut être très prudent. Il y a de nombreux moyens pour essayer de s'approcher de la réalité, notamment les études épidémiologiques. D'abord, les études écologiques, on compare des gens qui vivent là et des gens qui vivent là-bas, et puis on dit, tiens, ils ne se ressemblent pas, et puis en plus, ils n'ont pas la même maladie, d'accord, très bien, mais il y a tellement de différences. Les études transversales, on compare des populations qui se rapprochent quand même, des études de migration qui sont extrêmement intéressantes, des études cas témoins, des gens qui ont la maladie, des gens qui ne l'ont pas. Mais là, c'est toujours très discutable, parce que quand on a une maladie, on change son alimentation, et donc ce qu'il faudrait savoir, c'est avant qu'on a la maladie, comment on se nourrissait. Parce que la maladie se prépare 20 ans avant, 30 ans avant, donc l'étude cas témoin mettent sur la piste, et elle dit c'est possible, surtout si toutes les études se ressemblent. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Quand vous avez 20 études et 20 qui montrent la même chose, même si elles sont cas témoins, c'est quand même très probable. C'est suspect en tout cas. Et puis l'étude prospective où on enregistre ce que mangent les gens tout de suite, maintenant, et puis on les suit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on voit qui meurt en premier, et puis on compte, et on garde, et on dit là, c'est vrai, au début, ils ne mangeaient pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes maladies. Mais, ils ne mangeaient pas la même chose, mais ils ne vivaient pas non plus de la même façon. Et on ne peut pas toujours être sûr que les études prospectives sont suffisantes, parce que si vous suivez des gens qui mangent différemment, ils vivent aussi différemment. Et puis les études d'intervention qui normalement font la conclusion, on donne ça à manger à des gens, et puis ça, on ne le donne pas à manger à d'autres gens, mais c'est très très difficile en matière d'alimentation, car il faut un placebo, et un placebo de chou-fleur, ça se voit. Donc on n'y arrive pas. Donc c'est très 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 difficile de faire des études
d'intervention en matière d'alimentation. On le fait avec les nutriments, du lycopène, du placebo-lycopène, ça passe, mais des tomates et des fausses tomates, ça passe pas. Donc, l'affirmation se fera toujours sur ce qu'on appelle un ensemble, un faisceau d'arguments qui dira, bien oui, il y a des données cliniques, il y a des gens qui, voilà, quand on leur donne ça, je vous donnerai un exemple, il y a des études bien sûr mécanistiques, in vitro, on l'a dit, mais in vitro, c'est in vitro, est-ce qu'il y a une bonne biodisponibilité? Il y a les études épidémiologiques qui sont majeures, et puis une intervention. Puis quand il y a une plausibilité aussi, parce que c'est très important la plausibilité, on dira, plausibilité, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme sous-jacent possible, et puis réaliste aussi. Parce que si, par exemple, il faut manger 2 kilos de cet aliment pour avoir un bénéfice, c'est un peu problématique, et donc on n'y arrivera pas. Donc c'est un petit peu de tout ça qui nous fait avancer. Alors, études cliniques, par exemple, on fait manger des grandes quantités de fruits et légumes à des gens. Ici, c'est une étude très très connue, ça s'appelle DASH. 8,5 portions de fruits et légumes par jour, voire 10 portions américaines. Hein. Les portions américaines, ce n'est pas les portions françaises. De fruits et légumes, c'est des tasses en général. Hein. Ils mangent des tasses, donc tout est sous forme de tasses. Je ne sais pas comment ils font pour manger des tasses de petits pois, des tasses de chou-fleur, des tasses de... je ne sais pas comment ils font, mais enfin c'est des tasses. Et donc la pression artérielle diminue. La pression artérielle diminue. Ça, c'est extrêmement intéressant, même chez les hypertendus. Alors après, vous avez des études épidémiologiques d'observation. Ici, c'est Women Health Study, qui est une grande étude américaine de 80 000 infirmières enrôlées depuis 25-30 ans maintenant. Et effectivement, alors il y a des tas de chiffres, j'en ai prévu trop, je passerai, qui sont toujours à peu près du même genre. C'est le risque relatif, ou le HR, Hazard Ratio, qui est une autre façon, ça dépend des types d'études, qui est, quand il est plus petit que 1, ici par exemple 0,68, ça veut dire qu'il y a 32% de risque cardiovasculaire en moins chez ceux qui mangent des quantités plus importantes de fruits et légumes. Alors après, on fait des ajustements, etc., mais c'est tout à fait significatif. On donnera d'autres exemples. Ici, c'est plus les infirmières, c'est les médecins américains qui ont été Physician Health Study, qui ont été enrôlés. Et chaque fois qu'ils ont 2,5 portions de légumes par jour par rapport à ceux qui ont moins d'une portion de légumes par jour, ils ont 25% de risque de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire d'infarctus en moins. Et c'est encore plus fort s'ils sont fumeurs. Non pas que le fumeur les protège, mais le fait d'être fumeur, au contraire, est un risque. Et dans ce cas-là, comme il y a plus de risques, il y a plus de bénéfices. Si vous mangez très bien, vous allez très bien, vous faites tout très bien, il n'y a pas tellement de bénéfices à faire mieux que très bien. Et c'est comme ça qu'il y a plus de bénéfices quand vous faites tout de travers, donc il y a de l'espoir pour nous. Alors, après, il y a des tas de façons de regarder les études. Ici, c'est par exemple, on compte les études où on fait des méta-analyses. Je vais passer sur le risque cardiovasculaire. Je vais plutôt en montrer d'autres qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont allées un peu plus loin. C'est une étude assez récente. On essaie de voir si, finalement, s'il y a des légumes privilégiés. Alors là, c'est la totalité des légumes. Et chaque fois que vous mangez 25 grammes de plus, vous avez 2% de risque en moins d'avoir un infarctus du myocarde dans une étude de 20 000 hommes suivis 10 ans. C'est quand même pas rien. Et quand on prend les légumes orange foncé, c'est moins 26%. Et quand on prend les carottes, c'est moins 32%. Donc manger des carottes, c'est très bien. Mais bon, on verra que c'est intéressant, mais tout n'est pas dans les carottes. Ail oignon, c'est une autre étude, ici, beaucoup plus modeste, 4 témoins, mais quand même, après ajustements multiples, pour l'oignon, il y a un bénéfice pour des proportions qui sont des quantités qui ne sont pas très importantes, plus d'une portion par semaine, à 30% en moins de risque d'infarctus du myocarde chez les gros consommateurs. C'est pas énorme, plus d'une portion par semaine d'oignons. Toujours mes infirmières, sur les accidents vasculaires cérébraux, quelque chose de fort, et ici, que pour les légumes. Alors on va voir que c'est parfois un petit peu hétérogène, le type de résultat. 31% de moins, ou 26% après ajustement. Ici, c'est toujours les mêmes deux grandes études américaines, Nurse Health Study et Health Professionals Follow-up Study, c'est deux études américaines, qui ont été résumées en une seule. Et le risque est le plus bas ici pour les crucifères, les légumes à feuilles vertes, les agrumes, les fruits et légumes riches en vitamine C. Chez les consommateurs de 6 portions, les tasses américaines de l'eau, il y a une diminution très forte du risque relatif, mais c'est pas mieux avec plus que 6. C'est intéressant, c'est-à-dire que quand on arrive à un certain seuil, c'est bien, et au-delà,
Il n'y a pas de bénéfice supplémentaire, donc 6 tasses, ça suffit. On est quand même rassuré. Voilà. Ça, c'est une méta-analyse, je passe. Là, c'est d'autres études sur les accidents vasculaires cérébraux qui montrent des choses à peu près identiques. Plus de 3 portions par jour, 22% de risque en moins. Ici, c'est cru ou cuit. C'est toujours une question importante. Les gens disent c'est mieux cru ou cuit. Alors, il y a une réponse sur les accidents vasculaires cérébraux dans cette étude qui est assez intéressante. On ne trouve rien en fruits et légumes totaux, rien pour fruits et légumes transformés, mais pour fruits et légumes crus, on trouve qu'effectivement, les gens qui consomment plus de 262 grammes par jour par rapport à moins de 92 grammes ont un risque de diminuer de 30%. Et ensuite, quand on prend les légumes crus et les fruits crus, on trouve aussi une diminution très importante. Alors là, c'est une méta-analyse, donc je vais passer parce que vous allez être intoxiqués, là aussi. Ici, c'est sur le diabète. C'est assez intéressant. Ils ont trouvé dans cette méta-analyse donc, que les légumes à feuilles vertes, cette fois-ci, étaient associés à une diminution de 14% du risque de survenue de diabète, alors que pour la totalité des légumes, il n'y avait pas de bénéfice, des légumes et des fruits. Et dans une autre étude, c'est la vitamine C qui a été mise en évidence, mais ce n'est pas une preuve. Toujours sur le diabète, cette fois-ci, on trouve une petite diminution, pas très importante, pour les fruits et légumes, puisque c'est aux alentours de 10% en moins, mais c'est surtout net pour les légumes racines. Vivent les carottes à nouveau, les betteraves et les navets. Donc, l'étude est assez importante dans 8 pays européens. Cette fois-ci, une autre méta-analyse, toujours sur le diabète, avec une diminution de 16% pour les légumes à feuilles vertes, ce qui est quand même un élément significatif et intéressant aussi. Là, c'est sur la vitamine C, mais la vitamine C plasmatique est un très bon reflet de la vitamine C ingérée, et c'est sans doute un meilleur reflet du statut en vitamine C, vous voyez, sur le risque de survenue du diabète, mais ce n'est pas parce qu'il y a ce type de courbe que c'est la vitamine C qui est en cause. La vitamine C ne peut être qu'un marqueur, bien sûr, de la consommation de fruits et de légumes riches en vitamine C, et le bénéfice peut tout à fait être lié à autre chose, c'est tout à fait évident. Alors, cancer, ça a déjà été abordé, donc je vais aller très vite. Ici, c'est une étude, non pas une méta-analyse, mais une revue de 172 études qui ont été faites sur la question, et 129 études sur 172 montrent un bénéfice d'une consommation régulière de fruits et légumes, et le quart de la population qui consomme le moins, par rapport au quart de la population qui consomme le plus, a en général un risque multiplié par 2, ce qui est beaucoup, de survenue des cancers qui sont cités. Vitamine C, ça a été déjà évoqué un peu, je vais passer. Alors, après, il y a des études qui ont été faites sur des aliments particuliers, le chou, une vedette tout à fait importante en matière de cancérologie, c'est tout à fait réputé. Ici, on compte les études qui sont significatives ou non significatives, et la très grande majorité des études sont en faveur d'un bénéfice du chou. Sur l'ail, c'est pareil, une grande partie des études sont en faveur. Mais bon, c'est des approches qui sont insuffisantes, et la tomate, on en a déjà parlé. Là aussi, une corrélation positive ici qui serait défavorable et très rarement observée, mais au contraire, une corrélation inverse qui serait favorable, donc protectrice, et très souvent observée. Ça n'est pas cependant une preuve définitive que ce soit le lycopène, voire même les tomates qui sont en cause. Il faut vraiment regarder de très près les études avant de le dire. Quantité ou qualité, c'est toujours une question importante qui a été soulevée ici sur le cancer du sein. Les femmes qui consomment plus de 265 grammes de légumes par rapport à celles qui consomment moins de 108 grammes ont une diminution de 35%, les fruits, il n'y a rien. Et puis ensuite, quand on regarde de plus près, cru ou cuit, eh bien cru l'emporte avec moins 30%. Et quand on compare légumes feuilles ou légumes fruits, eh bien il y a un bénéfice à nouveau aux légumes feuilles. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, c'est assez intéressant aussi à souligner, ce qui nous conduira à prôner la variété. Et à nouveau pour les feuilles, et là ça rejoint le topo de tout à l'heure, sur le déclin cognitif lié à l'âge, je n'ai pris qu'une seule diapo, dans une Chicago Health and Aging Project, qui montre une diminution pour les légumes à feuilles vertes du déclin cognitif. Donc diminution de la diminution du déclin cognitif, donc c'est favorable.
Alors, on va terminer avec quelques diapos sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, après vous avoir montré une petite partie des études, parce qu'elles sont absolument innombrables, est-ce qu'en France, on en consomme beaucoup des fruits et légumes? Alors, c'est difficile de dire, mais vous savez que quand on dit 5 fruits et légumes, on dit que ça fait 5 x 8, 5 x 80, 400. Il faudrait manger 400 grammes. Mais nos amis parisiens considèrent que la pomme de terre n'est pas un légume, ce qui n'est pas mon avis à moi, en tant que nordiste. Et donc, les 400 grammes, on n'y arrive pas si on ne met pas la pomme de terre, on y arrive presque si on met la pomme de terre, enfin pas tout à fait, on est quand même à 300 grammes en moyenne. Alors ceci étant, ce ne sont que des moyennes, et vous voyez que si on ne prend que légumes et fruits hors pomme de terre, on est plutôt nettement en dessous. Ce qui est assez amusant dans cette diapo d'ailleurs, c'est que les hommes ne consomment pas plus de légumes et de fruits que les femmes, ce qui est rigoureusement anormal, car les hommes mangent plus, normalement, plus de tout, ils devraient manger aussi plus de légumes et de fruits, donc les hommes sont des mauvais élèves. Ce qui est assez classique en matière de nutrition. Alors, bon, on dit 5, tout à l'heure on a dit que c'était un chiffre qui était un petit peu comme ça, une idée. C'est vrai qu'il y a quelques années, nos amis d'Aprifel avaient dit 10 par jour, mais ils n'ont d'ailleurs jamais dit 10 fruits et légumes par jour, ils ont dit 10 par jour. Vous ne savez pas 10 quoi, enfin c'était 10. Hein. Les Américains sont en train de passer à 8, le PNNS dit au moins, l'OMS dit au moins 400 grammes. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est difficile à dire. C'est un repère. 95% de la population française le connaît, 5% l'applique. Alors, autre façon de dire, oui, le persil c'est bien, la densité énergétique et la densité nutritionnelle, c'est quand même des notions intéressantes. S'il fallait manger 100 kcal de persil, il faudrait manger 164 grammes de persil, quand même. Ça fait quand même un volume absolument énorme. Par contre, 100 kcal de potage, c'est pas énorme, ça vous fait un gros bol, 345 grammes de potage, et 100 kcal de pommes de terre, ça fait que 117 grammes de pommes de terre. Vive la pomme de terre, qui est la première source de polyphénol avec la pomme. Hein, il faut le rappeler, c'est quand même intéressant, c'est une très bonne source de vitamine C également. Alors, quantité ou qualité, les deux sûrement sont importants, mais il faut savoir que dès qu'on joue sur la quantité, on joue sur la qualité. Si vous mangez moins de fruits et légumes, vous mangez moins de tout ce que vous apportent les fruits et légumes. Et donc, quantité et qualité sont forcément qualité au sens nutritionnel. C'est notre sens à nous. Et puis, quantité ou qualité, si vous mangez pas de fruits et légumes, vous voyez bien que votre équilibre nutritionnel change. D'abord, vous mangez plus, et vous mangez plus des autres aliments. Et donc, les deux sont toujours intimement liés. C'est assez complexe. Je vais passer là-dessus pour arriver à la fin. Oui, on a dit 400 grammes, pourquoi pas 800? On a dit 5, pourquoi pas 10? C'est un repère qui est basé sur les études épidémiologiques qui montrent que 400 grammes est un seuil, mais vous savez, si vous êtes à 395, ça va, hein, il ne faut pas vous en faire. Et puis, c'est juste un repère de santé publique qu'il ne faut pas prendre comme une norme, parce que sinon, on va tout normer et c'est un peu pénible. Ce qui est important, c'est de diversifier, d'associer. C'est extrêmement important parce qu'on a vu qu'il y avait les légumes à feuilles, les légumes racines, les légumes tubercules, les légumes fruits, etc. Ici, on trouve un bénéfice pour ça, là, un bénéfice pour ceci. Et donc, c'est sans doute très ubiquitaire. Cru ou cuit, oui, on a vu que c'était en général mieux le cru, mais tout ne se mange pas cru. Il y a des aliments qui sont quand même plus agréables cuits, frais ou surgelés. Bon, voilà. Il y a quand même, bien sûr, toute une série d'aspects à comprendre. Tout à l'heure, il y a une question sur les jus de fruits, on pourrait y répondre, qui montre que la variété est importante et que la préservation des étapes au cours du process et les étapes du champ à l'assiette sont extrêmement importantes, bien entendu. Voilà. Le consommateur, lui, il a besoin, bien sûr, qu'on l'aide à découvrir une variété alimentaire. C'est tous les enjeux de l'éducation alimentaire, l'éducation culinaire, à la maison, à l'école. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas prêt d'être au chômage en ce qui nous concerne. Je terminerai avec deux conclusions. La première, c'est que ce qu'on sait au moins, c'est qu'une faible consommation de fruits et légumes est un facteur de survenue de maladies chroniques. On peut quand même le dire, on devrait être plus prudent en disant que c'est associé à la survenue de maladies chroniques. Mais on va quand même jusqu'à dire que c'est un facteur de survenue, parce qu'il y a quand même des arguments forts. Une consommation élevée et variée semble idéale. Les bénéfices semblent plus nets
pour les légumes que pour les fruits. C'est comme ça dans la littérature, mais bon, comme il y a des légumes qui sont des fruits, les tomates par exemple, donc ça va très bien. La variété et la qualité sont peut-être plus importants que la quantité, oui, je pense aussi. Le tout s'inscrit dans un équilibre, voire un style de vie, style alimentaire, un style de vie. Et pendant longtemps, on n'en a pas dit beaucoup du bien des fruits et légumes. C'est difficile de faire changer les états d'esprit. Ils étaient peu nourrissants, donc peu vertueux. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut en tirer beaucoup d'avantages, mais à condition sans doute d'aller vers une variété, une qualité plus importante. Et je dirais le message qui nous est asséné depuis 10 ans n'est pas mauvais. Personne ne le comprend cependant, parce que les gens nous disent toujours, alors quand je mange une macédoine, ça fait 5 ou pas? Et quand je prends la soupe et qu'il y a 5 légumes, ça fait 5 ou pas? Je dis non, ça fait qu'un, alors les gens ne comprennent plus rien. Moi, je dirais qu'il faut au moins 5 portions, le mot portion est intéressant, pas tasse, 5 portions de légumes différents par jour. Ce serait un message, à mon avis, beaucoup plus utile. Voilà, je vous remercie. En termes de variété, puisqu'on a compris que c'était important qu'il y ait une diversité, est-ce que lorsqu'on parle de pommes, de framboises, de quelques fruits ou légumes que ce soit, l'impact du matériel végétal, je veux dire, pas la pomme, mais telle variété versus telle autre, et tel mode de culture versus tel autre, est-ce qu'il y a des études qui font état de cet éventuel impact de la diversité du matériel végétal? Oui, je comprends, c'est une question qui vous intéresse énormément. Je pense que sur ce qui est de la diversité, la qualité en fonction des variétés alimentaires, il y a sûrement quelque chose, parce que les pommes ne se ressemblent pas en termes de quantité de vitamine C, de polyphénol, quoi. La pomme n'est pas riche en vitamine C, mais de polyphénol. Les tomates, il y a des diversités, il y a des différences énormes de teneur en lycopène, on peut aller du simple au quadruple. Et il en est de même pour pratiquement toutes les variétés. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire. Et là-dessus, on peut avoir à se mettre sous la dent que des études, pour l'instant, de type d'effet, par exemple la mesure de l'effet antioxydant, mais qui sont des approches indirectes et insuffisantes. On n'a pas les moyens, d'un point de vue épidémiologique, d'aller beaucoup plus loin. Déjà, quand on va dans des études où on dit légumes à feuilles, légumes racines, c'est quand même pas rien, hein, parce que il faut, sur le plan épidémiologique, des grandes quantités et des grandes populations. Donc là-dessus, à mon avis, il y a beaucoup à faire, et il y a sans doute des différences importantes liées aux variétés et aux méthodes agronomiques. Alors, derrière votre question mode de culture, il y a aussi agriculture bio ou pas bio. Là-dessus, les choses semblent quand même assez simples dans ce qu'on peut dire. Les différences en termes de nutriments bio ou pas bio sont assez faibles. Elles sont variables, elles sont faibles. Elles ne sont pas nulles, mais elles sont variables, elles sont faibles. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les études épidémiologiques, qui sont ce qu'on peut avoir comme données à notre disposition pour en tirer des conséquences, que je vous ai montrées, ont toutes été faites sur des populations qui consomment des légumes et des fruits, je vais dire, standards. Et donc, il y a un bénéfice à manger des fruits et légumes standards. Et nous, notre point de vue, c'est qu'il ne faut absolument pas que le discours favorable sur les produits, les légumes et les fruits biologiques, discrédite les légumes et les fruits entre guillemets standards. Parce qu'il ne faudra pas que les gens pensent que manger des fruits et légumes qui ne sont pas biologiques, c'est pas bon pour la santé. Manger des fruits et des légumes qui ne sont pas biologiques, c'est très bon pour la santé. Toutes les études que je vous ai dit, 100% des études que je vous ai montrées, sont des études qui ont été faites avec des produits issus de l'agriculture standard. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bénéfice supplémentaire possible, non étudié, non validé, avec des produits issus d'une agriculture biologique. Donc, on n'est pas empoisonné quand on mange des fruits et des légumes standards. Voilà, ça c'est notre point de vue, d'un point de vue du discours santé publique. Selon vous, les principaux freins à la consommation, c'est quoi? Le prix, le goût, qui parfois ne plaît pas trop aux consommateurs, ce qui interpelle l'ensemble de la filière, jusqu'à la distribution ou d'autres choses? Oui, c'est une question très très importante. Je pense qu'il n'y a pas une réponse univoque. Il y a les idées que les gens se font du prix, même si voilà, le prix est un vrai frein. Mais bon, aujourd'hui, on dépense à peu près 14% de notre revenu pour l'alimentation.
Au début du XXe siècle, on était à 60%. Voilà, ouais, on est plus riche qu'avant et on dépense de moins en moins pour notre nourriture, donc les fruits et légumes, tout ça représente peu. Deuxième élément, le goût, c'est vrai, les gens disent des choses sur le goût. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours objectif, mais ils disent des choses. Il y a peut-être des problèmes dans la transformation ou la conservation des aliments. Il y a sûrement aussi des freins éducatifs, hein, notamment ce qui peut se passer à la maison, à l'école, la concurrence énorme des autres aliments. Il faut reconnaître que les fruits et légumes, on a beau dire que c'est bon, c'est moins séducteur au premier abord. Et donc il y a un effort à faire, et on n'est pas dans une société de l'effort. Donc je pense que ça fait partie aussi des freins, parce qu'il y a une découverte des fruits et légumes et de leur goût. Et puis il y a peut-être aussi le fait qu'on cuisine peu, et en général, ça se transforme. Alors bien sûr, il y a des émissions à la télévision, à mon avis, c'est pas suffisant. Et donc c'est toute cette série de freins qui est peut-être à mettre en évidence. Alors, le discours pour la santé est assez peu efficace. Ceci étant, soyons pas négatifs, j'ai montré dans l'étude, mais très rapidement, qu'il y a une petite augmentation chez les adultes aujourd'hui. Mais sujet de grosse inquiétude, c'est qu'il y a un effet générationnel, et aujourd'hui, les jeunes générations consomment beaucoup moins que les anciennes générations, et on sait que ce qu'on consomme à 20 ans, c'est ce qu'on consommera à 80 ans. Donc, on est un petit peu inquiet.